Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce 4e numéro du magazine de la francophonie. L'un des événements de ce 15e sommet, c'est aussi l'élection du nouveau secrétaire général de la francophonie. 5 candidats sont en lice pour occuper le fauteuil de Abdou Diouf. Papa Cheikh Ndiaye Diouf nous fait leur portrait. À la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, depuis le 20 octobre 2002, Abdou Diouf devra passer le témoin à l'issue du 15e sommet de la francophonie. Entre forces et faiblesses, les candidats présentent des fortunes diverses. Henri Lopez, l'éternel candidat. Aujourd'hui encore, il y croit. Bien sûr, ce serait très grave. Si je n'y croyais pas, je ne serais pas venu à votre invitation. Né en 1937 à Léopoldville au Congo, il est considéré comme l'un des représentants les plus connus de la littérature africaine moderne. Dans ce pays, il a occupé de hautes fonctions politiques et administratives. Certains observateurs lui en veulent pour les innombrables services qu'il a rendus au président Denis Sassou Nguesso. La seule femme candidate, Michel Jean du Canada. Animatrice télé et journaliste de profession, nombreux sont les médias qui la voient occuper le fauteuil du secrétaire général international de la francophonie. De son passé, elle a appris à mieux connaître les peuples. Je crois que le fait d'être du Sud, d'être né en Haïti, d'avoir vécu aussi cet exil, d'avoir connu un régime répressif, d'avoir vécu dans un pays de grandes disparités et de nombreux défis, ça me donne cette capacité de comprendre ce que veulent les pays en développement. Michel Jean est certes favorite, mais elle devra batailler pour obtenir le soutien des Africains. Un autre candidat, Jean-Claude Delestrac, un anglophone devenu francophile, venant de l'île Maurice, n'est-il pas audacieux pour lui de postuler? C'est audacieux, mais ça correspond à une réalité, à une pertinence, je crois. Maurice est, à bien des égards, un laboratoire de la francophonie. Jean-Claude Delestrac a occupé des postes de haute responsabilité. Depuis le 12 juillet 2012, il est le secrétaire général de la Commission de l'océan Indien. S'il y a un candidat qui est bien rattrapé par son passé de putschiste, c'est bien Pierre Buyoya du Burundi. Certains pensent que le porter à la tête de l'OIF serait promouvoir un criminel à ce poste. Il est accusé d'avoir joué un rôle dans le sanglant coup d'État de 1993. À cela, Buyoya répond. J'ai acquis une expérience politique et diplomatique importante qui fait que je peux prétendre légitimement diriger cette organisation. Il occupe actuellement les fonctions de haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Augustin Zinfoumou, cet ancien ministre équato-guinéen de la culture, du tourisme et de la francophonie, est relativement peu connu. Faire de la francophonie une organisation forte, telle est son ambition. J'insisterai à ce qu'il y ait beaucoup plus de cohésion, beaucoup plus de solidarité, vous voyez, dans le monde francophone pour qu'ensemble nous puissions construire une francophonie encore beaucoup plus forte. Le fauteuil du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie est très convoité. Reste à savoir qui, parmi ces 5, sera à la tête de cette institution. Avec l'arrivée d'Abdou Diouf à la tête de la francophonie, cette organisation s'implique de plus en plus dans la politique de ses pays membres. Cependant, l'avis des francophones diverge par rapport à ce rôle politique. Le micro-trottoir est réalisé par Kodoussen. Normalement, l'OIF doit jouer un rôle politique. Ce qui se passe au Burkina Faso, comme c'est des problèmes, c'est-à-dire à chaque fois ils veulent toucher la Constitution. C'est ça qui a amené des problèmes. L'OIF doit prendre des mesures pour que les autres pays ne font pas la même chose. L'OIF n'a pas le droit de s'imprégner dans la politique de la sous-région, je ne crois pas. Pour moi, le problème qui se passe sur la sous-région, particulièrement au Burkina, ça devrait être géré par les Africains, plus précisément par la CEDEAO ou autre. À mon avis, l'OIF doit s'impliquer dans la politique de ces 77 pays membres. Parce que si vous voyez le Commonwealth, qui est une organisation anglaise, qui regroupe les États anglais, s'implique dans la politique de ces États membres. Je vais m'expliquer parce que l'OIF a des systèmes pour faire de la pression aux gouvernants de ces pays membres pour pouvoir respecter les droits civiques de ces populations. L'OIF ne devrait pas s'impliquer dans les affaires internes de l'Afrique. Par exemple, le Burkina, le peuple s'est soulevé.
ça a porté fruit. Ils ont eu leur transition bien faite. Consensus. Si l'OIF s'était impliqué, il allait donner des critères pour qu'ils fassent leur transition. La solution émane des Burkinabés et ils ont eu leur propre solution. Vous voyez par exemple ceux du Mali. Quel problème nous on n'a pas eu durant la transition, après la transition, jusqu'à preuve du contraire, on est dans ces problèmes. Parce que la francophonie s'est impliquée dedans et l'Union internationale s'est impliquée dedans. Sinon, si c'était les problèmes internes, on allait résoudre entre nous-mêmes. Beaucoup de ministères, d'organisations internationales et de grandes écoles sont représentés à ce grand rendez-vous du monde francophone. C'est un véritable carrefour d'informations. Pour plus d'explications, suivez cet élément de Code du Sel. Nombreux sont les jeunes francophones qui rêvent de poursuivre leurs études à l'étranger. Fort de ce constat, des écoles ont tenu à se faire représenter à cette grande rencontre par le biais de leur ministère de tutelle. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur français est bien sûr toujours très attentif à ces questions de liberté de circulation pour les études. Nous sommes les avocats, d'une certaine façon, de la cause de la liberté de circulation des étudiants. C'est très important que nous soyons là, Éducation nationale, parce que, bien sûr, l'espace de la francophonie, c'est un espace de solidarité, d'échange, de partage et de dialogue. Et donc l'éducation nationale qui doit éduquer nos enfants à ces principes-là, à ces valeurs, doit être présente forcément. Cette foire du 15e sommet de la francophonie a aussi servi de cadre à des organismes internationaux et entreprises pour informer le public francophone sur leurs activités. Nous sommes à cette rencontre, nous participons donc au sommet de la francophonie. Une belle occasion pour nous de montrer, n'est-ce pas, au public qui vient visiter ce que c'est que le HCR, ce que nous faisons, notre mandat. Donc tout le monde vient à notre stand pour se renseigner, pour qu'on puisse leur dire exactement ce que nous faisons. C'est une bonne occasion, c'est une bonne opportunité, ça nous permet d'échanger avec eux. De temps en temps, on a des questions qui sont très pertinentes parce que des fois, on se rend bien compte que nous avons de plus en plus besoin d'exprimer, enfin de montrer ce que nous faisons parce que c'est vrai, les populations passent mais ne savent pas exactement parce qu'il y a beaucoup de confusion et donc c'est toujours bien de pouvoir les élever, surtout les équivoques. Je travaille chez VMBT. Et comme vous voyez, VMBT est un établissement public, industriel et commercial spécialisé dans les télécommunications et les technologies. Je suis là pour faire connaître de notre compagnie. La foire du village de la francophonie est un carrefour d'informations utiles pour les jeunes. Elle offre à ses visiteurs un espace privilégié d'échange. Le pagne est à l'heure de la francophonie. Si d'aucuns pensent que cela fait partie intégrante de la culture africaine, d'autres en font une matière première pour différents articles. Aminata Mbaye-Fall. Le pagne africain est un moyen d'expression culturelle. Il représente la tradition, mais est aussi à la mode. Dans la culture manjac, le pagne représente beaucoup de choses. Il représente beaucoup de choses dans les différentes cérémonies funèbres, même dans les fêtes, les baptêmes. Au niveau du Sénégal, vous voyez que les femmes utilisent les pagnes tissés pour envelopper des enfants. Mais quand il y a des circoncisions, on utilise le pagne tissé. Le pagne tissé, il est multifonctionnel. J'aime beaucoup le pagne africain. Je trouve qu'il est assez bien valorisé parce que, bon, bien sûr, il y a le pagne que les femmes portent, mais il y a aussi beaucoup d'objets, de vêtements qui sont faits maintenant avec le pagne. Des beaux sacs, des chemises pour les hommes, des robes, enfin des chaussures même sur les chaussures. Donc je trouve qu'il est assez bien valorisé maintenant. J'ai mis une veste en pagne aujourd'hui, dans la mesure où nous sommes au 15e sommet de la francophonie et que nous les Africains, nous devons valoriser notre culture africaine. C'est la raison pour laquelle je me suis habillé comme ça. Cette matière première très prisée donne lieu aujourd'hui à une véritable industrie. D'abord, je dirais que les 75% de l'économie, c'est le pagne qui le fournit, au Togo. Le pagne est notre matière première. C'est à partir du pagne tissé que nous réalisons des objets divers, des cartables, des pochettes, tout ce que vous voulez, de l'habillement, comme vous le voyez là exposé.
Nous, on est des Sénégalais et nous avons vu que le pagne tissé était une chose très jolie. On pouvait créer beaucoup de choses, qu'on pouvait mettre dans l'ameublement, dans l'habillement et même dans les conférences, parce que nous, notre spécialité est les porte-documents et les cartables dans les conférences. Et nous avons aménagé à faire les sacs de dames, les étoiles, les chaussures, les habits et des nappes de table. Et tout. Alors, que dites-vous? Le pagne n'est donc plus un simple tissu. Ce symbole de reconnaissance sociale dépasse toutes les frontières, mais aussi celles de l'Afrique. Et comme toujours, nous terminons ce magazine avec la revue de presse de Wali Gueye. Le quotidien L'Observateur revient largement sur le 15e sommet de la francophonie. Il titre à la une « Francophonie, le sommet des revers ». Selon ce journal, il y a des points noirs qui entachent l'organisation. Le journal d'ajouter les dessous du report de la publication des audits de l'ARMP. Macky Sall cache les cafards de son clan à ses hôtes. Dans les pics du journal LAS, on peut lire les représailles contre Karim Wade. Son avocat français Olivier Sur interdit au sommet de la francophonie. LAS signale que le secrétaire général de l'OIF Abdou Diouf a reçu la lettre de Karim Wade. Ce sont les avocats de Karim qui l'ont déposée entre les mains de Diouf. Pour le journal Le Témoin, une cinquantaine de voitures commandées directement à la marque française pour 2 milliards. Le journal barre à la une « Francophonie roule Peugeot ». Dans le quotidien gouvernemental Le Soleil, on nous fait savoir que l'État a pris toutes les dispositions nécessaires pour réussir le sommet. Il poursuit que le cadre de vie a été érigé en priorité nationale lors du Conseil des ministres. Dans cette même lancée, le journal quotidien souligne que Dakar a l'éclat du sommet. Il note que les artères de la capitale sont aménagées et décongestionnées. Terminons avec les sports. Le Témoin note que la Côte d'Ivoire peut battre le record de la participation et le quotidien d'ajouter que Abidjan est en plein dans les préparatifs pour relever le défi de l'excellence à l'occasion des 8e Jeux de la francophonie. Bonne lecture. Ce fut un plaisir. Merci de nous avoir suivis. À demain pour le 5e numéro.